Faut juste enlever le micro. Il s'est coupé tout seul, vous m'entendez là? C'est bon. Oui. OK, il faut que je revienne donc à la présentation. Voilà. Bien, bonsoir à toutes et tous et donc je vais vous parler du soleil et des étoiles. J'ai voulu à la fois satisfaire un public qui n'avait pas forcément de connaissances préalables en parlant de choses relativement basiques mais accessibles et j'ai aussi voulu, satisfaire aurait parfois quelques aspects un peu plus techniques. Donc voilà, j'espère à la fin si cet objectif est atteint ou pas. Alors Frédéric, juste une petite, je me permets juste j'ai public qu'il y a un chat à votre droite, devant vous, écrit et je me ferai votre porte-parole à la fin. Voilà. Donc les étoiles. Alors voilà, quand on regarde un ciel étoilé la nuit, on peut se dire que les étoiles, bah, finalement, et que éventuellement, comme on peut le voir sur cette image, éventuellement, il y en a certaines qui sont plus proches que d'autres, mais que voilà, elles sont toutes à très intéressantes à étudier. Alors j'espère vous convaincre du contraire. Surtout qu'il y a quand même une étoile qui nous intéresse au premier chef, hein, une étoile beaucoup plus proche que les autres de nous, notre Soleil, à 150 millions de kilomètres, qui nous réchauffe et nous éclaire. Et la distance qui nous en sépare, je pense que c'est quelque chose d'assez difficile à appréhender pour nous, petits humains. Et donc, je vais quand même essayer d'approcher ces distances astronomiques, n'est-ce pas? Se rappeler quelques données sur le Soleil d'abord. Donc voilà son diamètre. C'est une étoile qui a un diamètre approximatif de 1 400 000 km. Et on peut comparer ce diamètre à la distance qui nous sépare du Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres. Donc vous voyez qu'en multipliant son diamètre par 100, on arrive à 140 millions de kilomètres. Donc entre la taille du Soleil, le diamètre du Soleil et la distance qui des grandeurs assez surhumaines. Euh, alors on va comparer à la Terre, 12 000 km de diamètre, donc voilà, ça commence à devenir plus raisonnable pour nous, petits êtres humains. Et donc on voit qu'une fois de plus, si on multiplie le diamètre de la Terre par 100, on arrive à 1 200 000 km, ce qui est toujours de manière approximative, à peu près 100 fois moins que le Soleil. Et si on multiplie par 100, on arrive à la taille d'une sorte de hiérarchie dans les ordres de grandeur. Comme nous parlerons aussi des étoiles, et ben, la plus proche de nous, bah, pour pouvoir parler de sa distance, on va changer de. Elle serait à 4 10 puissance 13 km, c'est-à-dire 4 et 13 zéros derrière, autrement dit 40 000 milliards de kilomètres. Pas pratique de manipuler. La Proxima du Centaure est à 4 années-lumière. Et donc je pense que de telles distances, 40 000 milliards de kilomètres, c'est proprement surhumain. Donc ce qu'on fait souvent, c'est pour essayer d'appréhender tous ces rapports de distance et de taille, bah, c'est de ramener ces objets à des objets de la vie quotidienne. Donc voilà, on va prendre un pamplemousse pour représenter le Soleil, un pamplemousse qui ferait une quinzaine de centimètres de diamètre. Dans cette petite perle de 1,5 mm de diamètre serait située à 15 mètres. Une idée des rapports de taille et de distance dans notre système solaire.
Mais le plus important peut-être, c'est que dans ce cas-là, Proxima du Centaure serait situé à 3800 km de ce pamplemousse de 15 cm. Donc voilà, tout ça pour donner une idée à la fois des tailles et des distances à l'intérieur du système solaire, mais surtout des distances entre les étoiles et l'étoile la plus proche du Soleil. Alors si on veut regarder, si on veut prendre encore plus de recul, on va situer notre Soleil dans notre galaxie, la Voie lactée. La Voie lactée, c'est à peu près 200 milliards d'étoiles. C'est un disque plat qui est représenté ici, un disque aplati, hein, qui a une certaine épaisseur, qui est représenté ici comme si on était sorti de la galaxie, qu'on la regardait par le dessus. Bon, un disque qui fait en gros 100 000 années-lumière de diamètre. Vous avez ici la position du Soleil, donc et donc, si on voulait représenter la distance est trop petite pour être visible. Donc voilà, ça c'est pour situer le contexte en termes des quantités proprement hallucinantes, je pense. Pas toujours évident d'appréhender tout ça. Mais voilà, on a déjà une première idée de tout ça. Est-ce qu'elles sont juste différentes par distance qui nous séparent? Eh bien, je pense que si vous êtes un petit peu au sujet, vous avez entendu parler de géantes rouges, de naines blanches, voire de naines rouges, de géantes bleues, et même de trous noirs. Donc, il y a deux caractéristiques. C'est donc la taille et la couleur. À droite, des représentations de quelques étoiles, avec notre Soleil ici, et d'autres étoiles, Arcturus, Bételgeuse, voilà, donc qui sont clairement de taille plus importante que le Soleil, et qui aussi présentent des couleurs différentes. Et donc c'est ça qu'on va aborder maintenant plus en détail, pour voir d'où viennent ces caractéristiques de taille. Je rappelle un autre schéma qui rappelle les différences de taille à l'intérieur de notre système. Donc la Terre est ici, le Soleil est représenté ici. Bien sûr, ce qui est à l'échelle ici, ce sont les tailles des astres et certainement pas les distances qui les séparent. Et maintenant, je vais vous passer un petit film qui commence par Jupiter et qui va vous montrer toute une galerie de portraits, si on peut dire, d'étoiles, qui vont vous permettre donc d'appréhender un peu la richesse en taille des différentes étoiles qu'on peut trouver dans la galaxie. Je vais couper le son, ce sera plus agréable. Donc voilà, le Soleil comparé à Jupiter et toute une série d'étoiles qui sont donc plus gigantesques les unes que les autres. Alors, des cas un peu extrêmes. On atteint les étoiles les plus gigantesques, qui est avec celle-ci, donc la plus grande étoile connue à l'heure actuelle à la Terre, donc qui vous montre vraiment quelque chose de gigantesque. Voilà, j'espère que le son ne vous a pas trop gêné, c'est bien passé. C'est très bien, Frédéric. Ok. Alors, j'informe le public que s'il souhaite rapprocher le PowerPoint, il peut double-cliquer en fait sur le PowerPoint qu'il voit. Voilà, comme ça, il l'aura bien en face. Très bien.
Donc voilà, une autre représentation cette fois-ci fixe, hein, pour rappeler donc les différentes tailles et couleurs des étoiles qu'on peut rencontrer. Mais donc voilà, là je vous ai montré des cas extrêmes. Il ne faudrait pas croire elles sont assez rares dans l'univers. Et voilà, une autre représentation de toutes ces étoiles un peu particulières par leur taille. Mais si on regarde maintenant statistiquement la population d'étoiles dans notre galaxie, par exemple, en fait, il faut voir que le Soleil n'est pas une étoile si petite que ça, et que ces étoiles que je viens de vous montrer sont donc relativement rares. Vous avez cette représentation en camembert où on compare donc les étoiles par leur masse, bon, pas par leur taille. Il y a quand même un rapport, pas toujours direct, on va le voir. On va choisir comme unité ce petit symbole, hein, ce petit M avec un cercle, un double cercle, qui correspond à une masse solaire. Alors la masse du Soleil, c'est 2 10 puissance 30 kg, 2 et 30 zéros derrière, donc voilà, c'est une fois de plus quelque chose de difficile à appréhender. Ça n'est pas une unité, le kilo n'est pas une unité adaptée. Donc on va prendre comme référence la masse du et vous voyez que il y a à peu près 20% des étoiles dans notre galaxie qui ont une masse comprise entre 0,5 et fois les naines rouges. Et entre les de la masse du Soleil, on a la majorité des étoiles dans notre galaxie. Et minoritaire, hein, donc voilà, 8% d'étoiles qui vont jusqu'à 2 fois la masse du Soleil. Et si on faisait un zoom sur cette partie, on voit que les étoiles très massives, non, on pouvait s'en douter, on a besoin de moins de masse pour créer une petite étoile que pour créer une étoile très massive. Donc voilà, mais il faut garder en tête cette diversité en termes de taille parmi la population des étoiles. La couleur, comme vous pouvez le voir sur cette image, la couleur, on l'associe directement à la température, à la fois dans la vie quotidienne, où là, vous avez donc ce chalumeau qui un morceau de matière, un morceau de métal, j'imagine. Mais simplement, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la flamme de ce chalumeau est plus chaude que le morceau de métal ici qui est chauffé. En physique, il y a une... Mais la couleur bleue va correspondre à des températures plus élevées que la couleur rouge. C'est une onde électromagnétique, hein, et en fait, quand on parle de radio ou de gamma, tout ça physiquement c'est la même chose, c'est une onde électromagnétique et c'est caractérisé par une longueur d'onde, et nos yeux sont donc sensibles à une petite partie de ce spectre électromagnétique qui va du violet au rouge, et on peut associer par ce qu'on appelle la loi du corps couleur à une température. Donc typiquement, le rouge, une étoile rouge, va avoir une température de surface de l'ordre de 4000 degrés Celsius. Hein. Il y a simplement un décalage de 273 degrés entre les deux, puisque le 0 Kelvin correspond au zéro absolu et à moins 273 degrés Celsius. Donc là, vous voyez, on est en milliers de degrés. Donc, bon, en première approximation, Kelvin et Celsius, c'est pas très... Et donc, vous voyez, donc, une étoile rouge va avoir une température de surface de l'ordre de 4000 et quelques degrés, alors qu'une étoile bleue va donc atteindre en surface 7500, voire... Ce qui se cache derrière la couleur des étoiles, c'est donc leur température de surface. Alors, quand je dis qu'une étoile est rouge ou bleue, il ne faut pas oublier qu'une étoile va en fait émettre à toutes les couleurs, mais elle va émettre
au maximum dans le bleu, par exemple, ou dans le violet, si sa température de surface est de 7000 degrés. Ici, vous avez le spectre complet d'une étoile dont la surface est à 7000 degrés. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a un maximum pour 7000 degrés, mais cette étoile va aussi émettre dans le rouge. Simplement, elle va émettre moins de lumière dans le rouge que dans le bleu. Pour une étoile froide, comme par exemple une étoile à 4000 Kelvin qui aurait ce spectre ici, alors il est très aplati à cause de l'échelle, mais elle va émettre de son émission, elle sera dans le rouge, mais elle va aussi émettre quelques photons dans le violet, mais voilà, en nombre moindre que dans le rouge. Mais donc voilà, donc si on arrive à mesurer la longueur d'onde principale sur sa température de surface. Et donc voilà, en gros, hein, on oscille entre 3000 et 10 000 Kelvin quand on va des étoiles rouges aux étoiles bleues. Donc voilà ce que nous racontait la couleur des étoiles. Alors là, on a une petite illustration, on a une étoile rouge, alors je pense qu'elle est aussi rougie par son environnement, une autre étoile qui est plutôt rouge ici, des étoiles qui sont bleues là, et bon, on voit par exemple celle-ci qui est très brillante, intrinsèquement plus brillante, celle de droite est-elle intrinsèquement plus brillante que celle de gauche, ou tout simplement, celle de droite est-elle plus proche que celle de gauche. Bien sûr, quand on mesure la luminosité d'une étoile, on mesure aussi quelque chose qui est influencé par la distance. Bien sûr, plus l'étoile sera lointaine, moins elle sera brillante. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est mesurer à la fois la luminosité depuis la Terre et la distance, et donc corriger de l'effet intrinsèque, ou la luminosité absolue. Et c'est ça qui va être une caractéristique fondamentale pour comprendre la physique des étoiles. Alors ah oui, et j'oubliais aussi de dire que cette luminosité absolue, physiquement, elle va dépendre principalement de deux choses, de la surface de l'étoile et de la température de la surface de cette étoile. Donc si on mettait ça sous forme d'équation, bah, en gros, la luminosité d'une étoile, elle va varier comme le carré de son rayon, puisque les deux, et elle va varier comme la puissance 4 de sa température. Donc vous voyez que là, et donc par exemple, si une étoile est petite, donc une petite surface, mais très chaude, très brillante, à l'inverse, une étoile de grande taille, avec une grande surface, mais de température basse, pour essayer de comprendre toute la diversité des étoiles, des astrophysiciens très, très connus qui ont eu l'idée de représenter, de placer dans un d'un côté de Hertzsprung et de l'autre côté de Russell. Et donc, ils ont tous les deux mis en place ce diagramme de Hertzsprung-Russell. Et comme c'est difficile à prononcer, et donc voilà ce qu'ils ont fait dans ce diagramme à deux dimensions, où ici, en abscisse, on a la température. Alors pour des raisons historiques, la température de droite à gauche, contrairement à ce qu'on fait souvent, du bas vers le haut. Chaque point représente une étoile, et donc ce qu'on voit, bah, c'est que les étoiles ne se répartissent pas au hasard dans ce diagramme. On voit apparaître très clairement des structures, donc en particulier cette structure diagonale, donc où ici on a des étoiles très lumineuses et aussi très chaudes, et elles sont d'ailleurs représentées en bleu pour le rappel, vers des étoiles froides et qui apparaissent ici, hein, des étoiles froides mais lumineuses, et ici des étoiles chaudes mais très peu brillantes.
Alors, bon, voilà un autre diagramme hein, qui schématise ça, hein, et donc cette structure diagonale, on l'appelle la séquence principale, et on va voir à quoi ça correspond physiquement, tout comme on va voir à quoi correspond ce qu'on appelle la branche des géants, le groupe des naines blanches. On a donc le Soleil aussi qui est représenté ici, qui ici serait situé par ici. Et donc on voit voilà, que le Soleil est une étoile, somme toute banale, tranquillement installée dans cette séquence principale où on retrouve la majorité des étoiles. Alors, pour expliquer ce diagramme, il faut se demander pourquoi les étoiles brillent, où elles trouvent leur énergie. Et donc pour ça, il faut passer par la matière. Là, on va parler d'éléments constitutifs microscopiques de la matière, en particulier les protons et les neutrons. Le proton qui est aussi le noyau de l'atome d'hydrogène. Donc, dans les étoiles, qui sont principalement constituées d'hydrogène et aussi un peu d'hélium, eh ben, vous avez des protons qui vont se rencontrer. Et à défaut de se raconter des histoires de protons, eh ben, ils vont fusionner. Et donc là, deux protons vont par exemple donner lieu à un proton et un neutron. Ce noyau d'hydrogène lourd ou de deutérium va rencontrer un autre proton, ça va donner un noyau à deux protons neutrons qui est de l'hélium 3. Ces deux noyaux vont se rencontrer aussi et vont finalement fusionner en un noyau d'hélium 4. Donc on est passé de 6 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 4 protons et 2 neutrons, donc 6 nucléons. On a donc ces deux protons qui vont de nouveau. Ce qui est important, c'est qu'au cours de cette réaction, c'est symbolisé ici, vous avez production d'autres petites particules, donc positif, mais surtout ici, vous avez production de rayons gamma. Donc c'est de la lumière très énergétique, mais c'est la source d'énergie du Soleil. Ce processus de fusion d'hydrogène, de noyau d'hydrogène en noyau d'hélium, eh ben, il donne lieu à la production de cette énergie sous forme que le Soleil brille. Alors cette fusion, elle ne se passe pas partout dans le Soleil. Vous avez une vue éclatée du Soleil. Beaucoup d'étoiles pourraient ressembler aussi à une même vue éclatée, avec d'éventuelles petites différences. On y reviendra. Mais donc, dans toutes les étoiles, la fusion se passe au cœur, où les conditions de pression et de température sont suffisantes pour qu'elle ait lieu, pour que cette fusion thermonucléaire ait lieu. Donc voilà, ça se 50 000 km de diamètre, hein, c'est à peu près le tiers du rayon total du Soleil. Et au cœur, la température, par exemple, atteint des niveaux hallucinants, une fois de plus, hein, de l'ordre de 15 millions de degrés. Dans le reste de l'étoile, il se passe beaucoup moins de choses. Il n'y a pas de production d'énergie. Mais par contre, il va falloir transmettre, évacuer en son cœur. Alors donc les photons, les particules de lumière vont externe du Soleil. Alors ils arrivent malgré tout à se frayer un chemin, et donc dans cette zone, on l'appelle la zone, même si le milieu est relativement dense, et il bute très souvent sur d'autres atomes, sur des atomes, et ben, ils arrivent quand même à se faufiler. Une zone qui s'est refroidie, qui est moins dense, alors vont pouvoir se faufiler plus facilement. Mais la température baisse tellement qu'il se passe un autre phénomène physique, c'est que ces noyaux d'hydrogène vont former un atome, donc un proton et un électron qui tournent autour.
Et finalement, ça fait un objet qui est beaucoup plus gros. Et ce qui fait que cette zone, même si elle est moins dense, elle est beaucoup plus opaque à la transmission de la lumière. Et donc, l'énergie, là, cette fois-ci, bah, elle va trouver un autre moyen. C'est la matière qui va se mettre en mouvement. Une casserole d'eau bouillante que vous chauffez en dessous, bah, l'eau chaude qui est au fond de la densité diminue, et donc elle va monter à la surface par face, et donc redevenir plus dense, et donc replonger vers l'intérieur. Et il se met ainsi en place des mailles, pas forcément de toute l'épaisseur de cette zone, mais il y a des bulles de convection à l'extérieur où elle se refroidit, et ainsi l'énergie qui a été produite au cœur de l'étoile peut se propager vers l'extérieur. Elle est passée, ces photons, dans tout ce chemin, ils ont perdu de leur énergie, et le domaine visible, et c'est bien pour ça que le Soleil, nous le voyons, et il nous réchauffe sans pour autant nous brûler. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'étoile. Il faut voir une deuxième d'une étoile, c'est que ces réactions ce sont donc des réactions de fusion thermonucléaire. Alors bien sûr, le terme thermonucléaire est celui de la bombe thermonucléaire, de la bombe H. C'est donc la même chose, physiquement, c'est le même principe. Simplement, il y a des différences fondamentales quand même. C'est que pourquoi le Soleil n'explose pas comme une bombe, c'est que, premièrement, les réactions faibles, il n'y a pas de réaction aussi rapide que la réaction en chaîne lors de l'explosion d'une bombe thermonucléaire. Et aussi, il faut voir que ce noyau, il est entouré de toute la masse restante du Soleil, et cette masse, elle est soumise à la gravité, et donc elle a tendance à vouloir comprimer. Elle est attirée par le centre, et elle a donc tendance à comprimer le noyau. Ça fait un peu comme le couvercle de la marmite nucléaire qui serait le centre de l'étoile. Donc il y a un équilibre entre cette gravitation qui va le Soleil, là où ont lieu les réactions thermonucléaires. Et comme ces réactions thermonucléaires créent de l'énergie, donc de tendance à vouloir s'étendre vers l'extérieur. Et donc, il y a un équilibre qui se fait dû à la température vers l'extérieur. Et c'est pour ça que le Soleil va mijoter tranquillement pendant des milliards d'années, sans exploser comme. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. On va faire un peu de physique avec les mains. Si la masse d'une étoile est plus grande, donc la gravité plus importante sur le cœur, et donc le cœur, pour résister, il va chauffer plus, et donc il va exercer une pression plus élevée. Et donc justement, pression plus élevée, c'est très souvent le cas, par exemple, pour ceux qui ont rencontré la loi des gaz parfaits dans leur cursus, hein, pression et température vont de pair. Donc, ce qu'on peut déduire de ça, c'est que si la masse est plus grande, la température est plus élevée, donc l'étoile sera plus chaude, et donc ces étoiles massives, très, très massives. Donc ça, c'est une première chose, c'est une deuxième information que nous donne la couleur des étoiles, hein, en plus de leur température de surface, c'est en fait, ça reflète la température globale de ces étoiles est plus élevée. Alors en première approximation, parce qu'on va voir qu'il y a certains cas où c'est un peu différent, sinon ce serait trop simple. Après, il y a un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé, c'est que cette fusion thermonucléaire, relativement lent
par rapport à celui d'une bombe thermonucléaire, mais il n'est pas le même selon les cas, et en particulier, ce taux de réaction, il dépend beaucoup de la température. Et plus la température est élevée, plus cette fusion va être efficace, plus ce taux de réaction est rapide. Et donc la conséquence de ça, c'est que les étoiles massives, puisque leur cœur est plus chaud, eh bien, elles vont brûler leur réserve de carburant plus vite qu'une étoile moins massive. Et donc, c'est un peu contre-intuitif, mais on aurait pu penser qu'une étoile massive, il y a beaucoup d'hydrogène, donc il y a des réserves à brûler plus importantes qu'une étoile peu massive, donc on aurait pu s'attendre à ce que leur durée de vie soit plus grande que celle d'une étoile peu massive. Et en fait, c'est le contraire. Si on prend une fois de plus une masse, une étoile qui fait une masse solaire, je reprends cette unité bien pratique, si je dis que tau, c'est la durée de vie de l'étoile, durée de vie au sens temps où elle va brûler tranquillement de l'hydrogène en hélium dans son cœur, une étoile qui fait une masse solaire va vivre en ce sens 9 milliards d'années. Et si on prend à l'inverse une étoile qui fait seulement la moitié de la masse du Soleil, ben son temps de vie, c'est pas la moitié, au contraire, c'est beaucoup plus long, c'est 50 milliards d'années, donc c'est même plus que la durée, que la vie que l'âge de l'univers. Donc vous voyez qu'en divisant par 2 la masse, on a multiplié par plus que 5 la durée de vie. À l'inverse, si je prends une étoile qui fait 2 fois la masse du Soleil, plus massive, température centrale plus élevée, fusion plus efficace, plus rapide, et en 2 milliards d'années, elle aura brûlé ses réserves centrales d'hydrogène. Donc voilà, ça peut être très intéressant, par exemple, pour les gens qui cherchent des traces de vie autour d'autres étoiles que la nôtre. Si on considère, alors je ne suis pas spécialiste de la question, je ne suis pas biologiste, mais si on considère que la vie complexe s'est développée sur Terre il y a seulement quelques centaines de millions d'années, la Terre avait déjà, notre système avait déjà plus de 3 milliards d'années, bah, vous voyez que si le Soleil avait été plus massif, eh ben, il serait déjà mort, et donc la vie complexe en tout cas n'aurait pas forcément eu le temps de se développer sur Terre. Donc voilà, si on cherche les traces de vie, si on cherche une civilisation extraterrestre en particulier, bah, il vaudra mieux la chercher autour d'une étoile peu massive, et certainement pas autour d'une de ces étoiles un peu extrêmes. Donc dans le cas d'une étoile dont la masse est 25 fois la masse du Soleil, cette fois-ci, le temps de vie, c'est 7 millions d'années. On ne parle plus en milliards, on parle en millions d'années, 1000 fois moins. Donc vous voyez que ces étoiles très massives ont une vie très brève. Elles vont faire un feu de tout bois ou faire feu de tout hydrogène, et donc épuiser leurs réserves très très rapidement. Alors, revenons au cas du Soleil, avant de s'intéresser de nouveau aux étoiles massives. Donc voilà le Soleil, pendant à peu près 9 milliards d'années, il va brûler tranquillement son hydrogène central, comme en fait toutes les étoiles qu'on a vues sur ce diagramme HR, hein, cette séquence principale, cette diagonale qui allait en haut à gauche en bas à droite. Et ben en fait, ce sont des étoiles de masse différente, certes, mais qui sont dans leur phase où elles brûlent tranquillement leur hydrogène central. Alors, au cours de ces 9 milliards d'années, le Soleil, il a un peu changé, il a un peu gonflé, il est devenu plus chaud que ce qu'il était à ses débuts. Mais somme toute, il reste voilà, à peu près à peu près similaire. Mais justement, au bout de 9 milliards d'années, quand il a épuisé ses réserves d'hydrogène central, là, ce sont des changements drastiques qui vont intervenir, parce que justement, au cœur, plus de réserves, plus de carburant, et donc la pression qui était due à la création, à la production d'énergie par la fusion thermonucléaire, eh ben, elle cesse, mais la gravité, elle est toujours là. Et donc la gravité va reprendre le dessus, et elle va comprimer ce cœur où il n'y a plus d'hydrogène, où il n'y a plus que de l'hélium. Et alors ça va le comprimer jusqu'à un certain point, sans aller plus loin, comme pour le cas des étoiles massives qu'on verra tout à l'heure.
Mais quand même, cette compression a un autre effet physique, c'est que même s'il n'y a plus de production d'énergie par fusion thermonucléaire, il va quand même y avoir élévation de la température. Ça, c'est aussi c'est toujours la loi des gaz parfaits, où vous pouvez penser éventuellement, s'il vous est arrivé de gonfler les pneus de votre vélo avec une bonne vieille pompe, vous sentez la chaleur éventuellement par le bout de la pompe à vélo. Hein, là, vous comprimez l'air qui va rentrer dans la chambre à air. Vous pouvez sentir un échauffement. Voilà, c'est une analogie peut-être un peu lointaine, mais quand vous comprimez un milieu, il a tendance à s'échauffer. Et donc ce cœur central, soumis à la gravité, il se comprime, il s'échauffe, et en s'échauffant, il va transmettre cette chaleur aux couches qui l'entourent, et ces couches qui étaient auparavant trop froides pour pouvoir être le siège de fusion thermonucléaire, elles vont atteindre enfin cette température et cette pression critique qui leur permet à leur tour d'allumer des réactions thermonucléaires de fusion d'hydrogène en hélium. Donc avant, on avait un cœur où il y avait de la fusion et des couches externes où il n'y avait pas de fusion. Et là, c'est l'inverse. Le cœur, il n'y a plus de fusion, mais les couches externes, un peu en coquille, un peu en pelure d'oignon, se mettent à allumer la fusion d'hydrogène en hélium, et donc à créer de l'énergie. Et c'est ça qui va faire gonfler l'étoile dans des proportions assez gigantesques. Hein. Dans le cas du Soleil, ça devrait aller jusqu'à l'orbite de Vénus. Alors qu'à l'intérieur, on a ce cœur qui se comprime. Donc vous avez une étoile qui devient vraiment un peu deux étoiles en une. Un cœur hyper chaud, hyper dense, et des couches externes qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent. Et donc, puisqu'elles gonflent, elles s'éloignent un peu de la source de chaleur, elles ont tendance à refroidir. Et donc, si la température baisse, la température en surface, en tout cas, la température va correspondre à une couleur rouge. Et donc, on a affaire à une géante rouge, puisqu'on a une étoile de très grande taille, mais avec une température de surface assez basse. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Ces couches externes, sous la pression de la fusion qui a lieu dans les couches intermédiaires, elles gonflent, et elles vont finir par s'échapper et laisser au centre le noyau d'hélium, où il n'y a plus de réaction de fusion thermonucléaire, mais il est resté très chaud. Et donc, il va être bleu, voire blanc, tout petit. Et donc, ça nous donne une naine blanche, donc après être passé par cette phase où les couches externes sont évacuées. Donc voilà, on retrouve deux états qu'on a vus dans ce diagramme HR, hein, les géantes rouges et les naines blanches. Donc voilà schématiquement ce que donne dans ce diagramme HR, avec ici la température qui est donc décroissante dans ce sens-là, et la luminosité. Notre Soleil qui était sur la séquence principale, qui serait ici, il est passé par les sous-géantes, il est devenu une géante, il évacue ses couches externes, et donc il était devenu froid en surface et très, très grand. Les couches externes s'échappent, il nous laisse son cœur central, très chaud mais tout petit. Donc très chaud, il va se déplacer vers la gauche du diagramme, vers des températures plus élevées, mais comme il est tout petit, il est beaucoup moins lumineux, et donc il va descendre vers le bas de ce diagramme. Donc voilà, on le retrouve ici. On le retrouvera ici, le Soleil, dans 4 milliards et demi d'années, après être passé par la phase des géantes rouges. Hein, donc il sera parti d'à peu près par là, il sera monté comme ça, et après la phase de nébuleuse planétaire, il redescend ici, avec donc ce qui est le cœur mis à nu, qui est donc très chaud, et qui va se refroidir sur des temps très longs, et donc se déplacer petit à petit vers la droite, vers les températures plus faibles. Et donc il va devenir encore moins brillant, donc il va encore plus baisser dans ce diagramme. Donc voilà ce qui explique la répartition des étoiles dans ce fameux diagramme HR. Hein. C'est tout simplement des étoiles massives ici ou peu massives ici, qui vont évoluer, qui vont passer par l'état de géante, et qui vont devenir des naines blanches. Alors, reste le cas des étoiles très massives. Alors avant, je vous montre quand même quelques belles images. Hein. Donc une étoile qui est dans sa phase de nébuleuse planétaire, avec les couches externes qui sont évacuées. Vous voyez les différences de couleurs. Hein. Donc on a du rouge ici, donc c'est plus froid que
les couches moins externes, plus chaudes. Et vous avez ici la naine blanche, le cœur de l'étoile qui reste après l'évacuation des couches externes. Vous avez ici un autre cas, encore plus frappant peut-être. Ces couches externes qui s'échappent, le cœur nucléaire. Alors ici, une étoile, mais une étoile de fond qui est là par hasard dans le champ, hein, comme celle-ci, comme celle-ci. Mais ici, là, vous avez bien le cœur, la naine blanche qui résulte de cette phase de nébuleuse planétaire après être passé par l'étape de géante rouge, comme des étoiles qu'on a vues au tout début, hein, Bételgeuse, Arcturus, etc., qui sont des géantes rouges, mais qui sont même des super géantes, parce que ce sont des étoiles plus massives. Alors que se passe-t-il dans le cas des étoiles encore plus massives? Alors en gros, pour des étoiles qui sont entre 6 et 12 fois la masse du Soleil, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est toujours le même principe. Le noyau d'hélium, plus de réactions thermonucléaires pour pousser vers l'extérieur, la gravité est toujours là, mais puisque l'étoile est plus massive, la gravité est encore plus forte. Donc, la compression se poursuit à des stades où la température va énormément augmenter. Et que se passe-t-il quand la température augmente et atteint des sommets? Eh bien, ces noyaux d'hélium, qui étaient un peu les cendres de la combustion d'hydrogène en hélium, c'était ce qui restait, ces noyaux d'hélium, ils vont fusionner à leur tour, ils vont devenir un carburant de nouvelles réactions nucléaires, qui vont donner lieu à des éléments encore plus lourds que l'hélium, hein. Donc l'hélium, c'est 2 protons, 2 neutrons. L'hélium va fusionner, va donner des noyaux de carbone, 6 protons, 6 neutrons, des noyaux d'azote, nitrogène en anglais, d'où le N, qui sont encore plus lourds, 14 éléments, d'oxygène, 8 protons, 8 neutrons, etc. etc. Donc toutes ces nouvelles réactions de fusion vont donner un peu une seconde vie à l'étoile. Le cœur se remet à produire de l'énergie. Alors elles vont gonfler encore plus. Les réactions vont continuer. On va fusionner pour former du silicium, du magnésium, tous les éléments en fait qu'on connaît, jusqu'au fer. Parce que pour des raisons de physique nucléaire, au-delà du fer, il n'y a plus de réaction qui produit l'énergie. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Comme tout à l'heure, dans le cas des étoiles moins massives, arrêt des réactions thermonucléaires au cœur de l'étoile qui poussèrent vers l'extérieur. La gravité, elle est toujours là, donc elle finit par gagner, comme toujours, et il y a implosion de l'étoile. Qui dit implosion dit rebond, hein, donc implosion suivie d'une explosion. C'est le phénomène de supernova, donc extrêmement brillant, et qui va laisser au final un objet extrêmement dense, hein, le noyau, ce qui reste du noyau, s'est comprimé jusqu'à un état d'une densité hallucinante, puisque on a un objet qui fait une dizaine de kilomètres de diamètre, mais qui a une masse de plusieurs masses solaires. Donc vous imaginez la densité. Alors de mémoire, c'est quelques centaines de millions de tonnes par centimètre cube. Bon, c'est quelque chose de proprement hallucinant. Mais on peut faire encore mieux. Dans le cas des étoiles vraiment massives, qui dépassent les 12 masses solaires, c'est la même chose, hein. On arrive à la fin, la gravité gagne, plus de réactions de fusion thermonucléaire pour contrer la gravité. On a donc un effondrement du cœur et donc un phénomène de supernova, mais cette fois-ci, l'objet qui va rester, il est encore plus dense qu'une étoile à neutrons. C'est ce qu'on appelle un trou noir. Alors un trou noir, qu'est-ce que c'est? C'est pas un trou. C'est un objet qu'on ne sait pas décrire, tellement il est dense. La physique actuelle ne permet pas d'écrire un objet, on ne sait pas décrire un objet d'une telle densité. Tout ce qu'on sait, c'est que sa densité est telle que même la lumière ne peut s'en échapper, d'où cette appellation de trou noir, qui est donc pas forcément adaptée. Donc ça n'est pas un trou, et en plus, autour des trous noirs, il y a souvent des phénomènes physiques violents qui sont très brillants. Donc voilà, la notion de trou noir n'est pas forcément idéale, même si on peut observer cet objet, du moins les contours de cet objet, qui est effectivement un trou noir au milieu d'une structure qui est très brillante.
Donc voilà, en résumé, ce qui se passe pour ces étoiles brillantes. Euh, Là, très rapidement, quelques chiffres sur ces phénomènes de fusion successifs qui nous font passer de l'hydrogène au fer. Donc là, on est une fois de plus dans le cas d'une étoile très massive, 25 fois la masse du Soleil. Donc, puisque cette étoile était massive, comme je disais tout à l'heure, sa température centrale est très élevée, 40 millions de degrés, contre 15 millions pour le Soleil. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la fusion d'hydrogène en hélium, c'est quelque chose qui va être très court, du moins à l'échelle astronomique, de 7 millions d'années. Les fusions suivantes sont de plus en plus courtes et ont lieu à des températures de plus en plus élevées. La fusion d'hélium en carbone et en oxygène, on est à des températures de 200 millions de degrés. Mais tout ça, c'est un peu un feu de paille, si je puis dire, ça va durer 500 000 ans. Et alors après, c'est carrément une étincelle. Le carbone en néon, en sodium, et je ne vous liste pas tous les éléments, et je ne suis pas spécialiste de fusion nucléaire. On est à des températures de l'ordre du milliard de degrés, et tout ça, ça va durer seulement 200 ans, encore plus lourd, néon en magnésium, en aluminium, 1,5 milliard de degrés, 1 an. La formation de silicium de soufre, 2,5 milliards de degrés, 5 mois, et le final, le silicium en fer, plus de 3 milliards de degrés, et tout ça, ça dure une journée. C'est vraiment la toute fin de l'étoile avant l'explosion en supernova. Et donc tout ça, ça permet de créer des éléments que nous connaissons, qu'on rencontre sur Terre. Alors ça va même au-delà du fer dans le cas d'une supernova. Hein. Bon, on en reparlera pendant les questions si vous le souhaitez. Mais là, je vous ai mis la table des éléments de Mendeleïev. Il y a tous les éléments qu'on connaît, même ceux qu'on a inventés dans les accélérateurs de particules sur Terre. Mais voilà, le sodium, le magnésium, le potassium, le calcium, tout ce qui nous constitue, nous, hein, notre Terre et même nos corps. Et il faut savoir que tous ces éléments ont été formés un jour lointain dans le passé, dans le cœur d'une supernova qui a explosé, qui a ensuite, lors de cette explosion, répandu tous ces éléments dans l'espace. Et ces éléments se sont ensuite reconcentrés pour donner une nouvelle étoile, le Soleil, et autour de cette étoile, des planètes. Et finalement, nous dessus. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on utilise le terme de poussière d'étoile. Nous sommes poussière d'étoile. Tout ce qui n'est pas hydrogène, alors l'hélium, on a très peu dans notre corps, je crois, mais tout ce qui n'est pas hydrogène dans notre corps a un jour été créé au cœur d'une supernova, donc l'oxygène, le calcium de nos os, etc. Et donc ça explique, si je reviens au diagramme de HR dont je parlais, hein, ça explique donc la partie supérieure du diagramme, ces étoiles qui étaient très massives, donc bleues et brillantes, elles vont peupler tout le haut de ce diagramme et finir par ce feu d'artifice de fin, donc beaucoup plus violent que ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, où le gaz, le plasma qui constituait l'étoile, est dispersé dans l'espace, et donc donnera lieu à de nouvelles formations d'étoiles et de planètes, et peut-être de vie, par la suite, plus tard. Donc voilà, l'espace lui aussi, les étoiles elles aussi se recyclent. Alors là, je vais aborder un sujet un petit peu plus technique, mais je voulais vous en parler. C'est aussi beaucoup plus proche de mon tout cas. C'est vraiment le travail que je fais quotidiennement, presque. La question que vous pouvez vous poser, c'est je vous raconte là que au cœur du Soleil, la température est de 15 millions de degrés. Les pressions sont énormes, tout ça. Comment on a mesuré tout ça? Comment on voit à l'intérieur des étoiles? En fait, par la même technique que celle qui nous a permis de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre, parce que malgré Jules Verne, non, on n'est jamais descendu au cœur de la Terre, mais on sait que voilà, autour du manteau terrestre, il y a la croûte terrestre, et en dessous, il y a le manteau terrestre, et il y a un cœur, a priori, de fer liquide. Donc tout ça, on le sait grâce à la sismologie. Donc, grâce à des ondes qui se propagent à l'intérieur de la Terre, mais qu'on mesure en surface. Et en fait, c'est un phénomène très courant qui s'applique aussi à des objets. On peut faire des analogies avec des objets de la vie courante, hein, que ce soit la Terre, le Soleil
ou un instrument de musique ou une cloche, bah, tous ces objets ont en commun de pouvoir vibrer, de pouvoir osciller. Et ces oscillations, elles sont un peu une signature des caractéristiques physiques de l'objet. Typiquement, si je frotte la corde de ce violon, cette corde va se mettre à osciller, à vibrer, et elle va donner une certaine note. Si c'était un violoncelle, la corde serait plus longue et la note serait plus basse. Donc à l'oreille, on sait bien que si on entend un violoncelle, une contrebasse, bah, on sait qu'on a affaire à un objet qui est beaucoup plus grand qu'un violon, parce que la note est donc n'est pas au même niveau. Bah, c'est la même chose pour tous les objets, hein, et ça n'est pas seulement une information sur la taille qu'on va pouvoir obtenir, parce que si vous demandez à un musicien, si vous mettez votre violon dans un four ou dans un congélateur, bah, il ne va pas donner la même note. Il va falloir l'accorder pour qu'il vous donne le bon la. Et c'est pour ça que ces manières d'osciller, de vibrer, nous renseignent en fait sur la physique de l'objet. Et donc dans le cas des étoiles, ça va nous renseigner sur la température par exemple, sur la pression, sur la densité à l'intérieur de l'étoile. Alors voilà, on peut faire d'autres analogies, hein. Vous avez peut-être déjà fait ça à la fin d'un repas, une fois que vous avez vidé tous les verres, bah, vous pouvez vous amuser avec un peu d'eau à les faire vibrer. Et ben voilà, ils vont vibrer chacun à une certaine fréquence, ils vont donner une certaine note selon qu'ils sont plus ou moins remplis d'eau. Comme je disais tout à l'heure, cette fréquence, cette note sera un peu différente si vous mettez de l'eau bouillante ou de l'eau glacée. Et alors visuellement, qu'est-ce qui se passe? Bah, voilà comment vibrent les parois du verre, hein, avec certainement à gauche une fréquence plus basse que celle du verre de droite. Et bah, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les objets. On peut calculer dans le Soleil, là on passe à un objet vraiment sphérique à 3 dimensions, bah, vous avez le même type de vibration, hein. Là, on pourrait, par exemple, dans cette représentation, on peut penser on pourrait dire que les zones rouges sont des étoiles pardon, sont des zones qui sont en train de se dilater, alors que les zones bleues sont des étoiles qui sont en train de se comprimer. Et tour à tour, comme ça, elles vont se dilater, se comprimer, osciller autour d'une position d'équilibre. C'est le produit en fait d'ondes qui pour le coup sont des ondes acoustiques qui se propagent à l'intérieur de l'étoile, de la manière représentée sur ce schéma. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des ondes qui se propagent relativement en surface, comme cette onde rouge, et qui vont nous donner une information sur les couches externes, dans la cavité, dans l'endroit dans lequel elles se sont propagées. Vous avez d'autres ondes qui vont se propager beaucoup plus profondément, donc qui vont, elles, pouvoir nous renseigner sur toute, quasiment l'intégralité de l'étoile. Et encore plus rusé, si on prend par exemple une onde comme celle qui est représentée en jaune, elle va nous donner par exemple la température moyenne sur cette distance, sur cette cavité. L'onde en vert sur cette cavité qui est légèrement plus grande. Et donc, si vous faites la différence entre les deux, vous avez la température dans cette petite coquille. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va remonter à une information sur l'intérieur de l'étoile, donc sans jamais y être allé, comme on l'a fait pour la Terre, même si l'analyse des données, l'interprétation est bien sûr forcément différente, on n'a pas affaire au même type de conditions physiques. Alors voilà par exemple ce que ça peut donner. Je vous disais, hein, ce sont des ondes qui se sont propagées à l'intérieur de l'étoile. On va les observer en surface. Et donc voilà un petit exemple de mesure de déplacement de la surface du Soleil par un instrument qui a été réalisé sous la direction de scientifiques de mon laboratoire. Là, vous avez 5 heures d'observation. Et vous voyez qu'on a la vitesse donc, de déplacement de la surface du Soleil, ce sont des mètres par seconde, et vous voyez, ce sont des vitesses très faibles. On plafonne à 2-3 mètres par seconde. Si vous comparez ça à la taille du Soleil, 1 400 000 km, vous voyez que ça ne va pas déformer beaucoup le Soleil, hein, donc on a affaire vraiment à des vibrations de très faible amplitude, mais qu'on sait maintenant détecter depuis en fait les années 1960. C'est quelque chose de relativement récent, même à l'échelle humaine. Hein, ça fait à peine
cinquantaine d'années qu'on a observé ce phénomène, et encore moins qu'on l'a compris. Alors donc là, on voit ces oscillations. Vous voyez, ce sont des fréquences faibles, hein. Là, il y a quelques oscillations par heure. En fait, ce sont des périodes de l'ordre de quelques minutes, hein, de l'ordre de 5 minutes. Donc on est vraiment très loin des ondes acoustiques que nous, on peut entendre sur Terre. Et on voit que c'est pas une belle onde sinusoïdale toute simple. En fait, ce qu'il y a dans ce signal-là, c'est la somme de plusieurs ondes à différentes fréquences, proches les unes des autres. Alors pour les distinguer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil mathématique qu'on appelle la transformée de Fourier. Ce sont les mêmes données, mais c'est une manière différente de les voir, où là, on voit apparaître sous forme de ces pics étroits, on voit apparaître les différentes fréquences qui sont présentes dans le signal, un peu comme les différentes notes de la musique que nous jouerait le Soleil. Donc vous voyez qu'il y a toute une succession de différentes fréquences qui correspondent à ces ondes qui se propagent plus ou moins profondément dans le Soleil. Bon, là, en l'occurrence, c'est des ondes qui se propagent assez profondément. Et donc voilà, on a un peu une carte d'identité du Soleil grâce à ces ondes, à la fréquence de ces ondes qu'on a mesurées. Donc là, vous voyez, à l'unité, on est en milliers de microhertz, donc on est en millihertz, on est vraiment, c'est même pas des infrasons, c'est les très très basses fréquences, puisque ce sont des périodes de plusieurs minutes. Alors, une dernière chose, voilà, on a des modèles théoriques d'étoiles qui nous permettent de calculer à quelle fréquence va vibrer une étoile en fonction de ses caractéristiques. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que c'est un outil qui est extrêmement précis. Là, je vous ai représenté en noir les fréquences, et ces pics représentent les fréquences d'une étoile théorique qui ferait juste une fois la masse du Soleil. Et en rouge, je vous ai représenté le spectre théorique d'une étoile qui ferait seulement 1,02, donc 2% de plus que la masse du Soleil. Et vous voyez que ces fréquences d'oscillation sont très sensibles à la masse. On voit tout de suite, peut-être pas ici, mais on voit tout de suite ici que les fréquences sont différentes. Donc si on arrive à mesurer ces fréquences observationnellement, on va avoir un outil extrêmement puissant, extrêmement précis pour mesurer la masse, mais pas seulement. Là, je vous montre un exemple, mais on peut mesurer d'autres caractéristiques de l'étoile grâce à cette méthode de sismologie. Voilà. Bon, après ces considérations un peu techniques, je vous propose de passer à des choses plus visuelles en nous intéressant à notre Soleil, parce que c'est la seule étoile quasiment la seule étoile qu'on peut voir, dont on peut voir la surface, dont on peut distinguer les détails de la surface. Alors voilà, souvent le Soleil, on le voit sous cette forme avec nos petits yeux d'humain, une boule bien lisse, bon, plutôt jaune, voilà. Alors bon, parfois la sphère qu'on voit pour le Soleil, elle n'est pas parfaite, elle est presque parfaite. Parfois apparaissent des petites taches sombres. Bon, mais voilà, on a l'impression que c'est pas franchement très passionnant. Ça peut l'être si on regarde le Soleil autrement. Donc là, c'est une observation du Soleil faite dans le domaine des longueurs d'onde visibles, celle donc de nos yeux d'humains. Et voilà une image du Soleil obtenue dans un autre domaine de longueur d'onde. Plus précisément, on est dans l'ultraviolet, même dans l'extrême ultraviolet, on s'approche des rayons X. Et là, on voit que le Soleil nous montre un tout autre aspect, quelque chose de très granuleux. On voit pas mal de structures, des zones nettement plus brillantes que d'autres, qui, entre parenthèses, correspondent, cette zone sombre ici, alors le Soleil est un peu tourné entre-temps, mais correspond à cette zone brillante ici. On voit des petites structures là qui dépassent dans l'atmosphère du Soleil, chose qu'on ne voyait pas à l'œil nu, si je puis dire, dans le domaine visible. Bien sûr, ne regardez jamais le Soleil à l'œil nu, vous allez vous brûler les rétines. Ne le regardez qu'à travers des filtres puissants qui atténueront la lumière du Soleil de manière très importante. Mais voilà, si on regarde dans l'UV, on voit des choses nettement plus intéressantes. Un autre exemple, une autre longueur d'onde de l'UV, on voit encore un visage du Soleil un peu différent. On retrouve ces zones brillantes, mais on voit des structures
en boucle, qui en fait s'élèvent au-dessus de la surface du Soleil, dans l'atmosphère du Soleil, des zones sombres, des zones brillantes, donc on a affaire à un tout autre Soleil. Donc voilà, là, je vous remontre cette diapo, hein. On n'est plus dans le domaine du visible, on est dans ce domaine-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, la longueur d'onde, c'est toujours la température, hein, même quand on est en dehors de la lumière visible. Sauf que là, quand on est dans l'UV, quand on est dans les rayons X, on est encore, ça correspond à des températures bien plus élevées. Et donc voilà les 3 images que je vous montrais. Là, le Soleil qu'on a l'habitude de voir, donc avec sa température de surface à 5700 Kelvin, donc, qui émet dans le visible. Là, en fait, on voyait l'atmosphère du Soleil, ou les éléments de surface, qui étaient à 70 000 Kelvin. Et ici, l'atmosphère du Soleil qui était à 1 million de degrés. Alors bien sûr, c'est représenté ici en orange et en bleu, mais bien sûr, ces codages ça n'est qu'un simple codage, parfaitement arbitraire. On aurait pu vous les montrer en vert, en violet, en ce que vous voulez. Ce qu'on mesure, c'est une intensité. On sait que c'est plus brillant ici que là. Et la couleur est donc un artifice pour les différencier. Et comme on sait que là, on a affaire à une longueur d'onde qui correspond à une température plus froide que celle-ci, on a gardé le sens. Hein, on a représenté les 70 000 Kelvin en rouge contre le bleu pour le million de degrés. Mais voilà, il y a toute une gamme de longueurs d'onde qui correspondent chacune à une certaine température et qui nous montrent un soleil avec un aspect un peu différent, qui reflète en fait la grande diversité de températures qu'on rencontre dans l'atmosphère du soleil. Alors justement, ça peut peut-être vous interpeller, vous vous dites ah oui, la surface est à 5000 degrés ou 6000 et l'atmosphère à des millions de degrés. Étonnant, puisqu'on s'est éloigné du cœur qui produit l'énergie, et comment se fait-il qu'il fait plus chaud? Ben voilà, c'est un des grands mystères de notre étoile, hein. Malgré sa proximité, on est loin d'avoir tout compris. Et ce qui est représenté ici, c'est en fonction du rayon. Donc là, on part du cœur du Soleil, on s'éloigne jusqu'à sa surface et on s'éloigne dans son atmosphère. Et ce qui est représenté, c'est la température. Donc au cœur, comme je vous le disais, 15 millions de degrés. On s'éloigne du cœur, la température diminue, hein. Quand on s'éloigne d'un radiateur, il fait moins chaud. Bon, très bien, la température diminue, elle chute quand on approche de la surface. Donc jusque-là, tout va bien, on n'est pas surpris. Et grosse surprise, on s'élève encore, quand on s'élève encore dans l'atmosphère du Soleil, il y a une remontée brutale de la température à des niveaux extrêmement élevés, puisqu'on va atteindre le million de degrés de nouveau. On va passer de 6000 à 1 million de degrés, en s'élevant de quelques centaines, quelques milliers de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil. Donc c'est le phénomène qu'on appelle donc le chauffage de la couronne, toujours très mal compris. Bon, on a des idées quand même, hein, je vous rassure, mais c'est pas simple. On sait que toutes ces structures-là, on est sûr d'une chose, c'est qu'en fait, ce sont des structures magnétiques. Et dans ce chauffage de la couronne, on est à peu près certain que le champ magnétique joue un rôle. On ne sait pas encore exactement lequel. Il y a plusieurs hypothèses. Mais voilà, ce dont on est sûr, c'est que ces magnifiques structures qu'on voit à la surface du Soleil, qui correspondent aux taches sombres que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, que ce soit ces taches sombres ou ces magnifiques boucles, c'est en fait sculpté par le champ magnétique, hein. Ça nous donne un Soleil chevelu et certainement pas bien lisse, bien sphérique comme on le voit nous avec nos yeux d'humains. Alors voilà, même si on n'a pas tout compris, je trouve que ça donne lieu à des images magnifiques. Donc là, je vous laisse apprécier, si ça veut bien démarrer, un film donc fait d'observation du Soleil à ces différentes longueurs d'onde qui correspondent à des températures donc très, très chaudes, hein. C'est en fait une combinaison de 3 types d'images. Alors voilà, ça a disparu. Avec donc le rouge qui correspond à des températures plus faibles que le vert et que le bleu. Donc bien sûr, hein, le Soleil n'est pas plat comme la Terre. L'image a été reprojetée pour donner cet horizon plat dans un but purement esthétique, hein. Mais donc vous voyez ces structures que moi je trouve magnifiques en boucle. Vous voyez que ça bouge, que c'est quelque chose de très variable dans le temps. Vous voyez le temps qui défile ici. Alors c'est tout petit, j'espère que vous le voyez.
Et vous voyez que, bon, en gros, une minute correspond à un peu moins d'une seconde. Donc, c'est quand même des phénomènes qui varient à l'échelle de l'heure, hein, voire même moins. Bon, il y a des phénomènes extrêmement rapides, mais c'est quand même très rapide, surtout si on tient compte de la taille de ces boucles, hein. Je vous rappelle, diamètre 1 400 000 km, là on a la moitié de la circonférence, je pense. Donc là, on parle d'objets qui ont. Alors voilà, une éruption ici, d'objets qui ont. Ah, voilà l'éruption qui font des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres en taille. Et tout ça est en constante agitation, et c'est extrêmement hétérogène, contrairement à la surface du Soleil qui est bien lisse, hein. C'est extrêmement hétérogène. Vous avez ces zones très, très brillantes qui sont a priori denses et chaudes, en particulier si elles sont vertes comme celle-ci ou comme celle-ci. Celles qui sont un peu plus rouges sont un peu moins chaudes mais denses. Vous avez des structures sombres comme celle-ci, comme celle-ci, et on va en voir apparaître ici, qui sont comme en suspension au-dessus de la surface du Soleil. Alors celles-ci, pour le coup, sont denses et froides. Ce sont des protubérances. Et vous voyez, elles sont en suspension au-dessus de la surface du Soleil. Comme toujours avec le Soleil, on a affaire à des quantités gigantesques, hein. C'est des dizaines ou des centaines de millions de tonnes qui sont en suspension. Et qu'est-ce qui les maintient en suspension? C'est une fois de plus le champ magnétique. Ça, c'est relativement bien compris. Les forces magnétiques suffisent à maintenir comme ça en suspension ces structures qui elles-mêmes, hein, sont aussi très, très agitées, très, très variables, hein. Il se passe toujours quelque chose sur le Soleil. Donc voilà, je vous laisse apprécier ce balai de structures qui varient très rapidement. Vous avez ces boucles-là qui se bougent tout le temps. C'est le champ magnétique qui se réorganise. Alors, ce que je veux vous dire pour finir un peu, c'est que donc là, je vous montre une activité, ce qu'on appelle une activité magnétique. Elle est rapide, hein. C'est à l'échelle, comme je vous disais, de l'heure, voire moins. Quand on a une éruption, c'est parfois quelques minutes. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que cette activité, elle évolue aussi sur le long terme, sur le très long terme. Je vais essayer de passer à la diapo suivante. Alors, une autre diapo que j'aime bien pour vous montrer ces structures qui varient. Là, on voit mieux le temps qui défile. On est toujours sur le court terme. Vous voyez les minutes défiler. Et vous voyez qu'à l'échelle de la minute, ça bouge et c'est en suspension, mais ça bouge constamment. Et donc là, on a une magnifique protue en suspension grâce au champ magnétique qui la structure. Et ici, donc, la surface du Soleil, toutes ces petites structures qui montent moins haut, mais qui sont elles aussi magnétiques et tout le temps en constante agitation. Donc cette activité, elle varie à court terme, mais elle varie aussi sur un plus long terme, puisque parfois, le Soleil, il est effectivement tout lisse. On n'a aucune de ces taches sombres qui sont la manifestation, elle aussi, du champ magnétique. On n'a aucune de ces taches sombres à la surface du Soleil, alors que quelques années plus tard, on va voir un Soleil constellé de ces taches. Et en fait, c'est quelque chose qui est relativement cyclique, qui s'observe encore mieux donc, dans les longueurs d'onde que je vous ai montrées, ultraviolet, rayon X. Et donc voici par exemple des clichés du Soleil pris chaque année, donc il doit y en avoir une dizaine ici. Donc vous voyez qu'on passe d'un Soleil très actif avec plein de structures brillantes, torturées. Ces structures vont peu à peu disparaître au cours des années, en 4-5 ans. On va passer par un Soleil qui finalement, lui, a l'air quand même beaucoup plus calme, et puis ça remonte. De nouveau, on a une activité magnétique très, très importante. Donc là, vous avez une cyclicité de 11 ans à peu près. Vous avez le même genre de cliché ici, de comparaison, avec beaucoup plus d'années. Alors, on dit que le cycle solaire a une périodicité de 11 ans. Alors, c'est pas une horloge suisse. Parfois, c'est 10, parfois, c'est 13. Là, vous voyez, on a vu l'activité monter. Bon, ok, tout va bien. 10 ans après, elle redescend.
À 11 ans, ah bah ça remonte un petit peu, pas grand-chose, hein, mais voilà, il y a eu quelques soubresauts et puis là, on est vraiment passé par un minimum qui était plutôt 13 ans après, et hop, ça repart, avec difficulté, pas d'activité sur l'hémisphère sud et ça repart. Donc bon, là, j'ai pas d'image plus récente. Donc voilà, c'est quelque chose qui, de nouveau, est mal compris, cette cyclicité. On ne sait pas expliquer pourquoi 11 ans de période. On a une bonne idée sur ce qu'on appelle l'effet dynamo, c'est-à-dire la génération de champs magnétiques à l'intérieur de l'étoile, mais pourquoi cette cyclicité? Il y a encore beaucoup de travaux en cours pour essayer de comprendre ça. Alors c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, hein. Alors les mesures dans l'UV que je vous montre, c'est quelque chose de relativement récent, puisque pour les obtenir, il faut sortir de l'atmosphère terrestre pour observer le Soleil. Par contre, depuis le sol, ce qu'on peut observer sans problème, bah, ce sont ces taches, et c'est effectivement quelque chose qui est fait depuis très longtemps. Et donc, on peut mesurer le nombre de taches à la surface du Soleil au cours du temps. Donc là, voilà, vous voyez, on part de 1995 jusqu'en 2015. On est bien passé par un maximum, par un minimum en 2009, et ça remontait. Pas à la même hauteur d'ailleurs, vous voyez, c'est pas non plus, les cycles ne se ressemblent pas forcément non plus en termes d'amplitude. On a des données bien plus anciennes, puisque ça fait longtemps qu'on peut mesurer ces tâches. Et voilà, là vous avez donc, on remonte jusqu'au 18e, vous avez ce cycle solaire qui est pas complètement cyclique, hein. Vous avez des durées plus longues, comme celui-ci, manifestement celui-ci a duré assez longtemps, des cycles plus faibles en intensité, des cycles plus forts, comme ceux autour de 1960 par exemple. On a même reconstruit des données plus anciennes ici. Alors bien sûr, quand on remonte au 16e, au 17e, pardon, les données sont moins fiables, mais c'est Galilée en Occident qui a observé le premier ces tâches et qui a fait les premières mesures. Les travaux ont été poursuivis. Bon, les Chinois ou les Arabes ont certainement observé ces tâches avant Galilée, mais voilà, en Occident, c'est les mesures on a au moins trace de ces mesures. Et il semblerait que pendant 50 ans, à cette époque, entre 1650 et 1700, il n'y ait pas eu de tâches à la surface du Soleil. Donc on appelle ça, ça a été détecté, entre guillemets, observé par un certain Maunder, donc on a ce minimum de Maunder. On ne sait pas pourquoi l'activité magnétique du Soleil se serait arrêtée à cette époque. Voilà. Ça correspondrait éventuellement à ce qu'on appelle un petit âge glaciaire, en tout cas en Europe du Nord, où les températures les hivers ont été particulièrement rigoureux. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Ça reste très spéculatif. Certains ont voulu faire croire que le réchauffement climatique actuel était dû à un regain d'activité de l'activité magnétique du Soleil. Bon, moi, je n'y crois pas une seconde, hein. C'est plutôt le contraire qu'on observe d'ailleurs. Donc voilà, certes, le Soleil a une influence sur notre climat, mais ça n'explique pas tout. Toujours est-il que si on pouvait comprendre ce qui s'est passé à cette époque, on comprendrait peut-être un peu mieux notre Soleil. Et donc voilà, on travaille dessus. Pour finir, quelques films que moi je trouve, ça fait des années que je les regarde et je m'en lasse pas. Donc voilà, vous avez le Soleil relativement peu actif à gauche, le Soleil très actif à droite. Le Soleil tourne sur lui-même entre 25 et 30 jours, ça dépend des zones, donc ça vous donne une idée de l'échelle de temps. Donc là, on va quand même très vite. Ben, vous voyez que ça explose de tous les côtés quand il est actif. On va le voir encore mieux sur la diapo suivante. Donc là, ça va un peu plus lentement. On voit des éruptions, on voit que ça explose là, à droite à gauche parfois. On voit ces structures sombres aussi, plus froides. On voit des structures, des grandes étendues très sombres qui sont très peu denses. On appelle ça des trous coronaux. Des zones magnétiques là, avec des tas de boucles qui évoluent très vite. Voilà, vous voyez que ça bouge tout le temps, il se passe toujours quelque chose, des grandes restructurations du champ magnétique à très grande échelle, des boucles immenses qui traversent l'équateur, qui vont des zones magnétiques sud aux zones magnétiques nord. Donc voilà, je ne sais pas vous, mais je trouve ça fascinant.
parfois c'est... ah oui, alors donc là je voulais aussi vous montrer plus loin que l'atmosphère, l'atmosphère lointaine. Alors pour ça, que fait-on? On utilise un instrument spécifique qu'on appelle un coronographe, où on cache le disque solaire pour voir ce qui se passe loin, puisque c'est beaucoup moins brillant. Donc il faut cacher le disque solaire qui est représenté ici par ce cercle. On cache même un peu plus loin. Et donc, voilà, même plus loin, les effets du soleil se font ressentir. J'aurais bien aimé déclencher les deux en même temps, mais ce soir, il y a des petits problèmes techniques. Donc voilà, vous voyez qu'en pleine activité, le soleil il nous bombarde, il éjecte dans l'espace des tas de choses, des tas de particules, des tas de protons en fait en l'occurrence, de manière parfois violente. Vous voyez le temps défiler ici, hein, donc vous voyez bien sûr c'est très accéléré, mais ça se passe quand même sur l'échelle de la journée, hein, ou même moins. On a la même, je regarde l'heure pour savoir, oh là oui, ça fait longtemps que je vous parle. Donc voilà la même chose avec un point de vue encore plus reculé. Ce que vous voyez dans le fond, c'est le ciel étoilé, et vous voyez une planète ici, alors j'imagine que c'est Mercure ou Vénus, hein, qui passe dans le fond, et vous voyez le Soleil qui nous bombarde de particules, qui éjecte des centaines de millions de tonnes d'hydrogène dans l'espace. Alors, encore une que je trouve magnifique, là vous allez voir une magnifique éruption. Alors il y a de la matière qui retombe, parfois sur la surface, hein, comme on le voit ici. Hein. Toute la matière qui s'élève au-dessus de l'atmosphère lors d'une éruption n'est pas forcément éjectée dans l'espace. Parfois, elle retombe. Je vous laisse apprécier une deuxième fois ce phénomène. Mais parfois, non seulement la matière est éjectée et s'échappe, comme par exemple ici, où on a combiné des données de différents instruments pour retracer la propagation de ces éjections de masse de la couronne solaire dans l'espace. Hein. Donc là, on a des distances quand même, si ça c'est 1 400 000 km, hein, donc vous voyez, on va des dizaines de millions de kilomètres. Et parfois l'éruption elle a lieu alors qu'on est juste en face. Donc c'était le cas par exemple en juillet 2000. Il y a eu une éruption alors qu'on était directement aligné sur cette éruption. Et donc, voilà ce qui s'est passé au niveau des détecteurs. Vous voyez que quelques dizaines de minutes après l'éruption au niveau de la surface, le détecteur il a été impacté par toutes les particules éjectées. Donc voilà, il a un peu mal vécu l'événement. Ça, ce n'était que donc le détecteur des instruments qu'on utilise pour observer le Soleil. Ça a des conséquences au niveau de la Terre, de très belles conséquences, par exemple en termes d'aurore boréale. Alors, les aurores boréales, la physique est un peu compliquée. Hein. Ça n'est pas directement les particules solaires qu'on vient de voir qui impactent l'atmosphère. Ces particules et le champ magnétique solaire qui les accompagne vont perturber la magnétosphère terrestre, et il va y avoir après une chute de particules énergétiques qui vont impacter l'atmosphère et donner lieu à ce magnifique spectacle que sont les aurores boréales ou australes. Mais pas seulement, dans certains cas extrêmes, c'est ce champ magnétique, ces variations de champ magnétique qui nous viennent du Soleil, ça va induire des courants parasites dans, par exemple, les transformateurs électriques et dans les réseaux de distribution, dans les réseaux électriques à haute tension qui distribuent le courant. Et par exemple, en mars 1989, alors il y a eu d'autres événements. Il y a eu un événement fameux, mais avec peu d'observations, peu de données en 1859. Il y en a eu un autre en 2012. Mais en mars 89, il y a eu une éruption solaire qui a induit des courants parasites dans le réseau électrique nord-américain et qui a plongé, qui a donc grillé des transformateurs. Voilà un détail d'un transformateur grillé, et qui a plongé New York et Montréal dans le noir pendant plusieurs heures du fait de cette panne du réseau électrique. Voilà, donc pour résumer, les choses à retenir de tout ça.
Ben voilà, retenez que donc une étoile, c'est une gigantesque chaudière thermonucléaire, que plusieurs forces sont principalement à l'œuvre. La gravité, ces réactions thermonucléaires qui induisent pression et température, mais aussi le magnétisme. Et tout ça est en équilibre ou pas, donc parfois c'est stable, parfois c'est violent. Que quand on connaît la masse et la couleur, on va remonter à l'âge de l'étoile et donc on a les caractéristiques principales de l'étoile, même s'il va y avoir des petites différences qu'il faudra comprendre finement la physique pour tout expliquer. Et que ce magnétisme, il est cyclique, il est toujours mal compris. Et donc voilà, encore beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche. Voilà, merci. Merci Frédéric. On va peut-être passer aux échanges avec le public. J'ai vu que dans le chat, il n'y avait pas forcément de questions qui venaient tout de suite, mais en même temps, c'était tellement enrichissant qu'en fait, on pouvait que suivre l'aventure stellaire et solaire. Mais je vois qu'il y a une main levée et puis un petit commentaire de Patrick qui vous dit bravo et merci. Du coup... Je ne sais pas si je... Non. Oui, vas-y. Je suis entendu parce qu'il y a Christophe aussi qui avait levé la main. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, Christophe. L'origine de ce champ magnétique, c'est bien les frottements entre la zone radiative et convective et le fait que tout ne tourne pas à la même vitesse à l'intérieur du Soleil. Voilà, la consistance, si je veux dire, est très variable puisque on pourrait penser que l'hydrogène qui compose l'étoile est vraiment de manière homogène réparti partout, mais ça ne l'est pas apparemment puisqu'il n'y a rien de prévisible dans le champ magnétique et on ne peut pas en déduire beaucoup de conséquences, c'est bien ça? Alors, oui, je vois que vous connaissez bien le sujet. Effectivement, la génération du champ magnétique, on est à peu près sûr, quoi. On a vraiment de grosses intuitions qu'elle a lieu à cette frontière entre la zone radiative et la zone convective, parce que justement, ces deux zones ne tournent pas à la même vitesse. Le Soleil est une boule de gaz, donc sa rotation n'est pas solide, et donc on a une rotation qui est à la fois variable en latitude. L'équateur tourne en 25 jours, les pôles en 30 jours, c'est quand on arrive à la mesurer, mais aussi en profondeur. Et il y a une grande, effectivement, c'est pas une boule homogène au Soleil. Comme je vous l'ai dit, le cœur est très dense. Quand on s'éloigne du cœur, la densité chute et elle chute très rapidement. La densité de la zone convective est très faible, mais il y a une discontinuité là entre les deux. Et ce cisaillement, c'est plus un cisaillement qu'un frottement. Ce cisaillement, alors je suis pas théoricien de la génération de champs magnétiques, mais c'est un bon candidat pour la génération de champs magnétiques. Alors, une fois de plus, on se doute que c'est ça. Pourquoi c'est cyclique sur 11 ans? Pourquoi c'est par bouffée sur le court terme? Ça, on ne sait pas trop, parce que la convection va aussi jouer un rôle. Ces bulles convectives qui remontent vont aussi amener un mouvement. Les théoriciens vous diront que pour générer ce champ magnétique, il faut les deux ingrédients. Il faut cette rotation qu'on appelle différentielle, où il y a ce cisaillement, et il faut ces mouvements convectifs. Et c'est la combinaison des deux qui peut donner un champ tel qu'on l'observe dans le cas du Soleil. Après, voilà, cette convection, elle est irrégulière. Est-ce que c'est certainement elle qui est à la source de l'irrégularité. Mais on essaye, je participais il y a quelques années à un projet qui essayait de faire ce qu'on appelle de la météo spatiale. On essaye de prévoir les éruptions solaires. On va vous avouer franchement, on n'a pas réussi. La météo solaire, c'est pas encore ça. Alors, la météo terrestre, ça a pris des dizaines d'années pour être efficace. J'espère qu'on va mieux, qu'on arrivera à quelque chose. Mais voilà, c'est un phénomène incompris. C'est un phénomène qui est observé dans d'autres étoiles. Et c'est aussi intéressant, bien sûr, pour les autres étoiles, on ne va pas avoir autant de détails, mais ce sera intéressant de voir, on le sait déjà, par exemple, que des étoiles plus petites, alors les étoiles plus petites, je ne vous ai pas raconté tout ça, mais les étoiles de masse plus faible, elles sont très convectives. La zone convective est nettement plus épaisse, la zone radiative est vraiment concentrée au cœur, et ces étoiles sont très magnétiques. Donc voilà, au contraire, les étoiles plus massives, elles n'ont pas de zone convective en surface, et leur champ magnétique est différent. Donc en observant le champ magnétique dans toutes ces étoiles aux caractéristiques différentes, même avec moins de détails, on espère avoir une vue d'ensemble qui peut-être permettra de comprendre. Mais c'est vraiment une des questions centrales en physique stellaire actuellement. Merci. Christophe?
Non, excusez-moi, c'était une erreur, la main. Ah, alors moi j'ai une question en fait. On parle du soleil artificiel que la Chine aurait reconstruit. Est-ce que vous pouvez nous en apprendre un petit peu plus dessus? Ou faut le voir comme un projet qui compte des milliards et pas forcément plus de recherche derrière Alors si, ça je pense qu'il y a des tas de recherches intéressantes à faire. J'avoue ne pas connaître, j'ai vu passer un titre comme ça, mais j'avoue ne pas avoir creusé. Mm. Je pense qu'en termes de soleil artificiel, je pense plus à un réacteur de fusion thermonucléaire, comme le réacteur ITER par exemple dans le sud de la France, où on essaye de produire de l'énergie de la même manière que ce qui se passe au soleil. Sauf que comme on n'a pas cette gravité qui permet de servir de couvercle à la cocotte minute. Alors on fait ça avec des champs magnétiques, mais c'est pas simple du tout. Alors j'avoue ne pas pouvoir en dire plus sur ce soleil artificiel chinois. Je ne suis pas documenté sur la question. En même temps, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup de documents non plus qui attestent. Alors de la véracité, a priori oui, d'après ce que vous nous dites. Merci déjà parce qu'il faut aussi balayer un petit peu les fake news qu'on a pu constater aussi en astronomie lors d'une précédente conférence. Mais effectivement, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de documents là-dessus. C'est vrai qu'on avait vu passer aussi. Donc c'est sûrement pas une fake news, mais c'est ouais. intéressant d'un point de vue physique d'amener du plasma, donc du gaz de particules électriques chargées électriquement, d'amener à des températures et des densités élevées. Ça peut même permettre éventuellement de comprendre mieux ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Hein. Donc, c'est certainement un objet de recherche très intéressant. Mais bon, voilà, désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Il n'y a aucun souci, vous êtes chercheur et dans un domaine spécialisé. Tous les chercheurs n'ont pas forcément la connaissance, et heureusement pour nous, la connaissance ultime sur tous les champs non plus. Du coup, Patrick a une question. Le champ magnétique de la Terre qui nous protège un peu des... Alors, le champ magnétique, je le refais parce qu'on a une autre question après. Le champ magnétique de la Terre qui nous protège un peu des éruptions solaires peut-il s'inverser? Alors, le champ magnétique de la Terre, je ne suis pas géophysicien, donc je peux vous donner qu'une réponse imprécise, mais oui, il s'est inversé au cours de l'histoire géologique, ça c'est clair. Et donc, lui aussi, il est d'une certaine manière cyclique, mais alors sur des échelles extrêmement longues. Et a priori, de ce que j'en sais, beaucoup moins régulière que le Soleil, parce que ce que je ne vous ai pas dit, j'ai déjà parlé longtemps, mais le cycle solaire, non seulement l'intensité du champ magnétique varie au cours du temps, mais la polarité aussi, elle s'inverse. Et en fait, c'est pas 11 ans le cycle, c'est 22 ans, parce que pendant 11 ans, on va avoir un champ magnétique intense avec une certaine polarité, on va dire, du nord vers le sud. On va avoir le pôle nord magnétique qui est au pôle nord géographique et le pôle sud magnétique au pôle sud géographique. Et au bout de 11 ans, alors le champ magnétique s'atténue et il réapparaît à l'inverse. Donc il y a une inversion cyclique du champ magnétique solaire régulière. Dans le cas de la Terre, je sais qu'il y a eu aux échelles géologiques vraiment beaucoup plus longues, il y a eu le même phénomène d'inversion. À ma connaissance, il n'est pas cyclique, ou en tout cas, il est nettement plus irrégulier. Et physiquement, c'est certainement la même physique qui est à l'œuvre. Hein. Pour créer du champ magnétique, il faut des courants électriques. Voilà. Le noyau liquide de la Terre en fer, le fer liquide de la Terre est certainement le siège de ces courants électriques. Mais voilà, je ne suis pas géophysicien, donc là, je vous invite à inviter un collègue géophysicien. Il vous en parlera. Ça marche. Alors, juste parce que je ne sais pas, alors j'espère ne pas la blesser en disant ça, mais je ne sais pas quelle est son heure de coucher. Alors, c'est juste pour vous dire que vous avez une auditrice qui a 11 ans et en fait qui a trouvé la conférence enrichissante et passionnante. Voilà, donc je voulais quand même le signaler. Vous avez de très jeunes auditeurs aussi qui vous suivent. Donc, on a une question aussi de Patrice et Daniel. Alors, moi, je trouve que votre question n'est pas si naïve que ça, hein, Patrice et Daniel. Alors, au cours de l'évolution du Soleil, au bout de quelques milliards de vies, quand la Terre arrivera-t-elle à sa fin? Alors, on peut parler de la fin de la Terre et aussi peut-être de l'explosion solaire, pour le coup, dont on parle souvent. Alors, effectivement, je ne sais pas si je remontre je peux remontrer les diapos. Alors, rapidement pour le coup, Frédéric. D'accord. Alors, je ne vais pas vous les montrer. On va faire vite. Wow.
au cours de son évolution tranquille pendant ces 9 milliards d'années où on brûle de l'hydrogène, comme je vous ai dit, le Soleil, il ne change pas trop d'aspect, mais quand même, il gonfle un petit peu. Et comme il gonfle, sa surface augmente, et donc il chauffe de plus en plus. Et donc, le Soleil jeune était moins chaud qu'il ne l'est actuellement, et il va continuer de chauffer. Et dans quelques millions d'années, voire même quelques centaines de milliers d'années, le réchauffement climatique actuel, ce sera du pipi de chat par rapport à ce qui nous attend. Le Soleil va devenir de plus en plus brillant, de plus en plus chaud, et bien avant la fin de sa vie à lui, bien avant son passage au stade de géante rouge, où il va souffler a priori les planètes internes, Mercure et Vénus, et peut-être la Terre, ou en tout cas l'atmosphère de la Terre, bien avant, la Terre sera certainement devenue inhabitable, en tout cas pour nous, à cause de la température qui ira augmenter. Alors on l'aura peut-être rendu inhabitable, nous, êtres humains, avec nos méthodes destructrices, qu'on connaît très bien, mais c'est pour les générations plus que futures, j'espère qu'elles auront trouvé une solution. Mais en tout cas, cette fin, cette planète inhabitable qui nous attend, ça n'est pas à l'époque au stade de géante rouge du Soleil, ce sera bien avant, à cause de ce gonflement progressif du Soleil qui le rend de plus en plus chaud, qui le rend de plus en plus lumineux, pardon. Il est en surface un peu plus froid, mais comme sa surface a augmenté, il est plus lumineux, donc il nous chauffe, il nous envoie plus d'énergie, et donc avec des conséquences drastiques sur le climat terrestre. Très bien. Une autre question de Denis. Qu'espérez-vous de la sonde Parker Solar Probe? Ah, ok. On y arrive. Alors, il y a 2 sondes qui ont été lancées récemment. Alors, bien sûr, il y a Solar Probe, qui est une sonde lancée par les États-Unis. Mais on peut aussi parler de Solar Orbiter, sonde solaire qui a été envoyée par l'Europe, par l'Agence spatiale européenne, et dont la France est un partenaire important. Et on a à bord de cette sonde Solar Orbiter des instruments qui ont été faits dans ce labo. C'est pour ça que je tiens à en parler quand même. La sonde Parker a cette particularité. Elle va s'approcher très près du Soleil, comme jamais aucun autre satellite s'en est approché. Je crois que c'est une dizaine de rayons solaires. J'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais c'est à quelques dizaines de rayons solaires, donc quelques millions de kilomètres. Et donc, elle va faire des mesures sur place des particules dans lesquelles elle se déplace. Et donc, on a espoir, c'est pas mon domaine précis, hein, mais donc je sais que les collègues qui travaillent dessus ont espoir de mieux comprendre ce phénomène de chauffage. On va pouvoir voir ce qui se passe au niveau microscopique, ces interactions entre champs magnétiques et particules. Donc voilà, l'espoir, même si ça se passe certainement encore plus bas, mais comme on ne s'est jamais approché aussi près, ça reste intéressant de voir à l'œuvre, d'être dans le phénomène de chauffage, ou dans le phénomène d'accélération des particules qui forment le vent solaire. Donc j'en ai pas parlé, mais le vent solaire, on ne sait pas trop non plus comment il est accéléré, hein. On est baigné dans un flux de particules de protons à plusieurs centaines de kilomètres par seconde. On ne sait pas trop comment c'est accéléré, et ça se passe peut-être là où Parker fait ses mesures. Donc ça, c'est une chose. Comme on collabore quand même avec la NASA, on n'est pas en compétition pure et dure. Avec Solar Orbiter, on est un peu plus loin. Les Européens ne sont pas aussi aventureux. Mais par contre, les Européens ont mis à bord de la sonde Solar Orbiter des instruments qui regardent le Soleil. Parce que Parker, il est trop près du Soleil pour pouvoir diriger un télescope vers le Soleil. Il serait ça ne résisterait pas à la chaleur. Parker, il se protège derrière un bouclier thermique. La sonde Solar Orbiter, elle aussi a un bouclier thermique, parce qu'elle aura du mal à supporter, mais elle est assez loin pour faire un petit trou dans ce bouclier thermique et regarder ce qui se passe. Donc on va aussi s'approcher pas mal du Soleil et voir des détails encore plus fins. Et là aussi, peut-être la signature de ces phénomènes de chauffage et d'accélération qui ont lieu à petite échelle. On sait que ça n'a pas lieu à grande échelle. Ces éruptions que je vous ai montrées tout à l'heure, à très grande échelle, on sait qu'on a mesuré l'énergie déployée. Ça ne suffit pas pour expliquer le chauffage de la couronne, par exemple. Il faudrait plus d'énergie. Et on pense que plutôt qu'une grosse éruption, c'est une multitude de petites éruptions qui expliqueraient ce chauffage, mais elles sont à toute petite échelle. Et on a vu de la Terre, on est trop loin pour voir ces petites échelles. Solar Orbiter,
peut-être, pourra nous donner des indices sur ces phénomènes à petite échelle, même si on craint que ce soit à encore plus petite échelle que ce qui est atteignable par orbiteur. Mais donc voilà, il y a de la physique à toute petite échelle, d'où l'intérêt de sondes comme Parker et Solar Orbiter. Très bien, merci pour ces informations. On a une dernière question. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce qu'est une tempête solaire? Ah bah alors, c'est ce que je vous ai montré. Hein. C'est justement votre éditrice de 11 ans qui le demande. Très bien, voilà, elle a dû voir ces masses de particules solaires, de protons qui sont éjectés dans l'espace. Alors la tempête solaire, alors il peut y en avoir un peu partout. Hein. Vous avez vu que le Soleil, il envoie des particules et il y a des éruptions dans tous les sens. Alors on va peut-être plus parler de tempête solaire quand ce nuage de protons rapides énergétiques va impacter la Terre. Et c'est vrai que ça va perturber des tas de choses sur Terre. Alors, ce n'est pas aussi dévastateur qu'une tempête classique, hein, qu'une tempête qu'on connaît au niveau du sol, mais ça va par exemple perturber l'atmosphère haute terrestre, ça va donc perturber les satellites en orbite, ça va perturber votre GPS par exemple. Nos GPS, ils fonctionnent avec ces satellites en orbite, les télécommunications éventuellement. Donc, ces tempêtes solaires, j'ai essayé de vous montrer, et elles vont avoir des effets sur l'atmosphère terrestre. Mais voilà, c'est ces vastes nuages que je vous ai montrés qu'on appelle tempêtes solaires et leurs conséquences. Très bien, merci. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour ce soir. Merci de votre disponibilité pour ce beau voyage à travers les étoiles et aussi de nous avoir emmenés tout près du soleil en cet hiver hyper rigoureux. Je pense pouvoir parler, au vu des commentaires sur le chat, au nom du public, que nous sommes heureux d'avoir pu, même à distance, vous rencontrer, Frédéric, et d'avoir pu partager avec vous vos recherches scientifiques toujours précieuses, parce qu'elles nous renseignent sur les avancées en astronomie, où l'homme n'a pas fini d'essayer de percer, a priori, les mystères de l'univers. Pardon ? Il y a du travail. Il y a du travail, ouais, exactement. Ouais, tant mieux pour vous, tant mieux pour les chercheurs et tant mieux pour nous qui récoltons finalement le fruit de tout ce travail fastidieux en conférence. Et encore merci pour le métier que vous faites en fait. C'est vraiment super pour l'homme. J'ajoute également que nous pourrons vous rencontrer en présentiel à Angers pour une animation Terre des Sciences, donc lors du Cosmo Festival, le premier festival en astronomie à Angers qui se déroulera les 26 et 27 mars. Donc là, il y a beaucoup de messages qui fusent sur le chat pour vous remercier pour la clarté de votre exposé, pour les informations enrichissantes et passionnantes que vous avez pu nous transmettre, pour les visuels également. Et je remercie également le public. Merci aussi à vous, public, pour votre présence de la Bretagne, d'après ce que j'ai vu de la billetterie, de la Bretagne à Marseille, en passant par Montpellier et la Sarthe, et Angers, et l'intérêt également que vous portez à chacune de nos conférences en astronomie à distance pour beaucoup, et pour les Angevins également, qui sont également présents pour nos animations, notamment Terre des Sciences en présentiel. Et quant à moi et mes partenaires, nous vous donnons rendez-vous à partir du 23 février, donc pour la seconde partie de notre cycle en astronomie en présentiel. Mais attention, pour ceux qui sont loin et qui voudraient aussi pouvoir suivre ces conférences, il faudra que vous utilisiez YouTube, puis le lien de l'ESEO. Vous mettez ESEO dedans et vous verrez que vous retrouverez toutes les conférences en replay, mais aussi en retransmission. Et la programmation, vous pourrez la trouver sur le site, notamment de Terre des Sciences. Voilà, et bien, quant à moi, je vous souhaite une belle et douce soirée. Et continuez d'avoir la tête dans les étoiles. Et surtout, continuez de prendre soin de vous. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci Nala, au revoir.